Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, et quand même ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, donc je m'appelle Chérif Ramoul, je suis avocat au barreau de Paris. La dernière fois, nous avons vu ensemble certains aspects de la loi Rebsamen, avec notamment la création de la délégation unique du personnel, enfin, la modification de la délégation unique du personnel, la délégation unique du personnel conventionnel, l'instance commune, les aménagements du comité d'entreprise et du CHSCT. Et aujourd'hui, on va poursuivre le balayage de la loi Rebsamen avec deux volets, à savoir la réforme de l'information consultation du comité d'entreprise et la réforme de la négociation collective obligatoire dans l'entreprise, donc les négociations annuelles et les négociations triennales. Donc, comme je viens de vous l'indiquer, cette matinale juridique a pour objet les impacts des réformes de l'information en consultation du comité d'entreprise et de la négociation collective obligatoire. Un petit rappel sur l'historique de la loi. Donc, en juillet 2014, il y a eu un échec des négociations entre les partenaires sociaux sur l'accord visant à améliorer la qualité et l'efficacité du dialogue social dans les entreprises et la représentation des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc le gouvernement s'est emparé du sujet et en juillet 2015, il y a eu une lecture définitive à l'Assemblée nationale du projet de loi. Le 27 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi et le 13 août, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel validant l'ensemble des points de la loi Rebsamen, la loi dite aussi du dialogue social et de l'emploi. Le 18 août 2015, il y a eu publication au journal officiel de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Et nous sommes toujours en attente de certains décrets d'application, comme monsieur l'a rappelé précédemment. Et je me répète, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Dans la mesure du possible, levez la main et posez vos questions. Je suis là pour y répondre. Alors, la première partie, la réforme des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise. Donc, nous verrons cette partie qui s'articulera autour de 4 points, à savoir le regroupement des diverses obligations du comité d'entreprise en 3 grands rendez-vous annuels, alors qu'auparavant, il y avait 17 informations consultations du comité d'entreprise. Désormais, il n'y aura uniquement que 3 rendez-vous annuels pour les informations consultations du comité d'entreprise. En seconde partie, nous verrons la possibilité pour le CE de se faire assister par un expert comptable pour chaque grande consultation annuelle. Nous verrons que déjà sur les 3 grandes consultations annuelles, l'employeur prend en charge, excepté pour les orientations stratégiques de l'entreprise, pas la totalité, mais sinon, il prend en charge les coûts de l'expert comptable. En troisième partie, nous verrons la suppression de l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur les projets d'accord collectif, donc à savoir lorsqu'il y a eu la mise en place, donc lorsqu'il y a l'instauration d'un accord collectif, la révision ou la dénonciation d'un accord collectif, il n'est plus désormais obligatoire, même il n'est pas demandé d'informer et consulter le CE sur ces points-là. Et enfin, en dernière partie, nous verrons la possibilité de négociation sur les modalités de consultation du comité d'entreprise. Donc ces 3 grandes consultations, il est possible aussi de les adapter via un accord collectif. Le dispositif ancien, donc actuel jusqu'au 1er janvier 2016, prévoyait que les entreprises étaient tenues de mener de nombreuses procédures d'information et consultation, 17 procédures au total, dans les entreprises de plus de 300 salariés, portant sur des sujets variés tels que la situation économique, l'emploi ou l'utilisation des aides publiques. Désormais, réorganisation, rationalisation, comme dirait le gouvernement, autour de 3 grandes informations et consultations annuelles, donc les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. Alors, quel est l'objet de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise? Donc un petit rappel s'impose. Depuis la loi du 14 juin 2013, la loi de sécurisation de l'emploi, le comité d'entreprise est associé plus étroitement au débat sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Cette consultation annuelle sur les orientations stratégiques porte sur les perspectives envisagées par l'entreprise, les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, au contrat temporaire et au stage. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une option alternative pour le comité d'entreprise qui est habilité à formuler des observations. Donc, la loi Rebsamen maintenant, elle souhaite faire de cette consultation sur les orientations stratégiques un des 3 thèmes majeurs de la consultation du comité d'entreprise. Mais aussi, elle en étend le contenu. À savoir que cette procédure englobera désormais la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle. Donc on reprend ce qui était prévu lors de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et on ajoute, avec la loi Rebsamen, 2 nouveaux items, à savoir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle. Tout ça dans l'information consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Alors quel est le niveau de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise? Donc par principe, c'est une consultation qui est menée au niveau de l'entreprise, mais il y a aussi une possibilité pour le comité de groupe, si un accord de groupe le prévoit donc, que la consultation sur les orientations stratégiques puisse intervenir au niveau du groupe. Donc à la base, c'est au niveau de l'entreprise, mais il y a une possibilité, via un accord de groupe, de le prévoir au niveau du groupe. Pourquoi est-ce qu'il est possible pour les orientations stratégiques de l'entreprise de le prévoir au niveau du groupe? Tout simplement parce qu'il est logique qu'il y a certaines décisions, enfin même ce type de décisions, sont prises au niveau du groupe. Donc s'il y a un accord de groupe qui le prévoit, les orientations stratégiques, elles peuvent être, le comité de groupe peut être informé et consulté sur ce point-là au niveau du groupe. Après, ce qui se passe, c'est que le comité d'entreprise doit quand même être informé des suites, des répercussions que l'information consultation au niveau du groupe a au niveau de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Ma question est, est-ce que l'infoconsultation est au niveau du comité d'entreprise ou au niveau des comités centrales d'entreprise? Parce que chez nous, par exemple, les orientations stratégiques sont uniquement données au comité central d'entreprise. Donc on n'a pas une vision macro et micro par chaque établissement. Si ça a lieu au niveau du comité central d'entreprise, il faut tout de même que les comités d'entreprise soient informés et consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques décidées au niveau du... Enfin, informés et consultés au niveau du comité central d'entreprise. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une répercussion de toute façon. D'accord? Oui, shérif. On observe dans les entreprises, on observe de plus en plus des DRH qui nous disent qu'en fin de compte, le niveau de négociation qui les intéresse, c'est le niveau du groupe, et qui refusent que sur le terrain, après, dans les établissements et au niveau des simples CE, les discussions soient remises, je dirais, à l'ordre du jour, et que les consultations soient opérées. On l'observe, ça. Oui. Néanmoins, il faut qu'ils communiquent avec les avis qui ont été rendus au niveau du groupe, il faut qu'ils les communiquent au niveau de l'entreprise. Oui, mais ils refusent d'opérer une consultation. Ils ne font que de l'information. Parce que par définition, ça a été fait au niveau du groupe, l'information, consultation. Donc ça, il n'y a pas de... S'il y a un accord de groupe qui le prévoit, c'est ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. En revanche, il faut quand même qu'il... Ouais, voilà. Il faut qu'il y ait un accord de groupe, mais surtout, il faut qu'il redescende l'information au niveau du comité d'entreprise. Donc, s'il existe un comité de groupe, les avis rendus dans le cadre de la consultation sur les orientations lui sont communiqués. Et en l'absence d'accord de groupe, le comité de groupe reste partie prenante, même s'il n'est pas consulté. Voilà, c'est ce que le monsieur disait tout à l'heure. Alors, que doit prévoir cet accord de groupe? Donc, l'accord de groupe prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe au comité d'entreprise du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques, et à l'organe chargé de l'administration dominante de ce groupe. Alors remarque, il y a eu, comme je vous indiquais tout à l'heure, un constat du législateur qui a estimé que le niveau de groupe est pertinent en matière de stratégie. Le cadre stratégique global est souvent défini au niveau central, celui du groupe, pour redescendre au niveau des entreprises.
Alors, quel est l'objet de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise? Donc là, on vient de voir les orientations stratégiques de l'entreprise. Ensuite, il y a deux autres informations consultation. Donc, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'emploi et des conditions de travail. Donc là, on va voir celle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, cette consultation comporte 4 points essentiels. Donc, la situation économique et financière, la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Alors, petite remarque, le défaut de consultation du comité d'entreprise sur la politique de recherche reste sanctionné par la suspension des aides publiques. En outre, en cas d'utilisation non conforme du CICE, le comité d'entreprise conserve son droit d'alerte, à savoir demande d'explication à l'employeur, rédaction d'un rapport du comité d'entreprise et la saisine des organes de direction. Donc ça, ce sont les éventuelles actions qui sont possibles. Donc à qui l'avis du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise est-il transmis? Donc une fois rendu, l'avis du comité d'entreprise sera transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise. Petite remarque, contrairement à la consultation sur les orientations stratégiques, le comité d'entreprise n'a pas à faire de propositions alternatives. Aussi, l'organe chargé de l'administration n'a pas à lui formuler de réponse argumentée. Donc c'est un simple avis et point final. En synthèse, la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise regroupera un grand nombre de consultations récurrentes actuelles. Donc, il y a les reprises des dispositions relatives au CICE, la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise. Mais attention, l'examen annuel des comptes ne faisait pas l'objet d'une consultation du CE à proprement parler, il s'agissait d'une information renforcée, et le comité d'entreprise n'avait pas à émettre d'avis. Dorénavant, il aura à émettre un avis. Alors, quelles sont les informations à communiquer au comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise? Donc ce sont les mêmes informations qu'aujourd'hui, c'est ce que nous indique l'article L2323-13 du Code du travail, qui sont mises à la disposition du comité d'entreprise dans la base de données économiques et sociales. Donc c'est un des points majeurs de la loi Rebsamen, à savoir que maintenant, dans le cadre de l'information consultation du comité d'entreprise, toutes les informations seront mises à la disposition du comité d'entreprise au sein de la base de données économiques et sociales. Ce qui signifie que l'employeur doit mettre à disposition des membres du CE dans la BDES les informations, mais qu'il n'y a plus des rapports à envoyer via mail ou autre. Dès lors que c'est dans la BDES, ça vaut communication au comité d'entreprise. Donc, ce sont les mêmes informations, en tout cas, donc, qui sont dans la BDES, donc à savoir les informations sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que ses perspectives sur l'année à venir. Pour les sociétés commerciales, les documents obligatoirement sont transmis annuellement à l'Assemblée générale. Les communications, les copies sont transmises aux actionnaires ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Pour les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique de 300 salariés et plus, ou dont le montant net du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18 millions d'euros, ces informations les documents de gestion comptable prévisionnelle sont transmis au comité d'entreprise, toujours dans la BDES, base de données économiques et sociales. Enfin, pour les entreprises non commerciales, les documents comptables qu'elles établissent sont une fois de plus intégrés dans la BDES et les informations sur les sommes perçues au titre du CICE et sur leur utilisation et les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Oui, monsieur. Petite question. Vous dites les informations sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise, sur ses perspectives pour l'année à venir. Si Exactement. je me souviens bien, dans la BDES, il doit y avoir les 3 années passées, l'année en cours et les 2 années futures. Alors, est-ce que ça, c'est pas le bilan social ? Non, ça c'est pas le bilan social. Sur la BDES, normalement, enfin c'est comme ça qu'on le vit chez nous d'ailleurs. Hein. La question, si je me souviens bien du texte, quand on l'a négocié, nous ce qu'on demandait, c'était parce que l'orientation stratégique pour l'année à venir, c'est pas une orientation stratégique, hein. Pas de la stratégie à 3 mois. Compris, pardon.
quand vous dites information sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que ses perspectives pour l'année à venir, pour moi, c'est pas pour l'année. C'est pour l'année en cours et les 2 années à venir. Alors, je crois que c'est ça le texte, hein, si je ne l'ai pas sous les yeux. Mais... moi, si quelqu'un a un code, il y a l'article L23-13 du Code du travail, mais j'ai pas vu en tout cas les deux années à venir. Après, c'est possible. Hein. Maintenant, la BDES, elle s'étale sur 6 ans, hein. Ça c'est sûr. Ça oui, par contre, c'est sûr. Ça, moi, je parle des informations dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Après, moi, j'ai pas vu que c'était 2 ans. Après, c'est possible, j'en ai aucune idée. Moi, je l'ai pas vu. Sauf erreur de ma part, c'est sur l'année. Après, je veux bien vérifier, puis je vous tiendrai informé. Alors, comment sont transmises au comité d'entreprise les informations sur la situation économique et financière? Comme je l'ai indiqué précédemment, ces informations doivent être mises à la disposition du CE dans les conditions de l'article L23-9 du Code du travail, à savoir intégration dans la BDES, qui équivaut à une mise à disposition actualisée, la mise à disposition actualisée vos communications au comité. Alors, on a vu l'information consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la politique, la situation économique et financière de l'entreprise, et là, désormais, nous allons voir la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette dernière information consultation. Donc cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi et les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les conditions et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu. Alors, quelles sont les informations à communiquer au comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi? Donc, c'est un contenu qui est assez volumineux, que je vous ai résumé. Donc, ça s'étale sur 3 slides. On va voir chaque item. Donc, les informations à communiquer, toujours dans la BDES, hein, bien sûr, sur l'emploi et la qualification. Donc, il faut que ce soit des informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, l'action en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, les informations sur l'apprentissage, les recours au CDD, au contrat d'intérim ou au portage salarial. Donc ce sont vraiment les informations sur l'emploi et la qualification dans l'entreprise. S'agissant des informations sur la situation comparée entre les hommes et les femmes. Donc il s'agit de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise. Donc ce sont les informations et indicateurs chiffrés avec l'accord ou à défaut le plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc si y a un accord qui traite de l'égalité professionnelle, c'est l'accord, sinon le plan d'action traitant de ce point. Alors toujours sur les informations à communiquer dans le cadre de cette consultation, donc sur l'item de la formation. Il faut communiquer, il faut que l'entreprise communique dans la BDES les informations sur le plan de formation et la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Autre item, il y a la durée du travail. Donc dans ce cadre-là, l'entreprise doit mettre à disposition du comité d'entreprise au sein de la BDES les informations sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise. En cas d'application du contingent réglementaire, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement. Le bilan du travail à temps partiel. Le nombre de demandes individuelles de salariés à temps partiel pour déroger à la durée minimale de 24 heures. La durée et l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les conditions d'application d'aménagement d'horaire prévues par l'accord lorsqu'il s'applique à des salariés à temps partiel, et enfin, le recours aux conventions de forfait et modalités de suivi de la charge de travail. Donc ça, ce sont toutes les informations qui doivent être communiquées. Je vous ai dit que c'était un contenu qui était volumineux, et c'est volumineux, en effet. Après, c'est bien, vous avez des informations. Après, il faut savoir les exploiter.
Toujours dans le cadre de cette consultation, donc il y a un item relatif à la prévention. Donc il faut que soient mis à la disposition du comité d'entreprise les éléments figurant dans le rapport et le programme annuel de prévention présenté par l'employeur au CHSCT. En outre, il y a un item sur les accidentés du travail et travailleurs handicapés. Donc il faut que l'employeur mette à disposition du comité d'entreprise les informations relatives aux mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés. Sur l'effort de construction qu'on pourrait appeler, enfin qui est appelé aussi 1% logement, donc c'est l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction. Sur l'item des travailleurs étrangers, il y a les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter. Et enfin, sur l'item relatif au droit d'expression, il y a les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. C'est large. Le droit d'expression, c'est la possibilité, justement, avec les représentants syndicaux, de comment est-ce qu'est organisé le dialogue social dans l'entreprise. Si, par exemple, il y a des tracts, est-ce qu'il y a une procédure des tracts syndicaux, est-ce qu'il y a une procédure à suivre dans l'entreprise avant de diffuser le tract? C'est vraiment l'accord collectif sur l'exercice du mandat et la possibilité de s'exprimer directement auprès des salariés. L'avant-dernier item, la travailleur étranger, conditions de logement des travailleurs étrangers. C'est quoi ça? Première fois que je vois. Vous avez, je sais pas, vous travaillez dans quelle société, monsieur? CGI. Ok, je connais pas, c'est pas grave. Nous avons à peu près 30% des personnes avec des cartes de séjour, quoi. D'accord. Même plus. Mais s'il y a des dispositions qui sont prévues au sein des contrats de ces salariés pour les accueillir, je ne sais pas si par exemple ils viennent leur première semaine au sein de l'entreprise en France, je ne sais pas de quel pays ils viennent, mais s'ils viennent la première semaine, en France, et qu'il faut, je sais pas, qu'il y a un hôtel ou autre, il faut que ce soit référencé dans ce type d'informations à mettre à disposition. Si j'ai bien compris, cet article de loi parle, en fait, cet item parle des salariés qui sont recrutés dès l'étranger pour venir travailler en France. Exactement. Okay. C'est pas le cas chez nous. Exactement. Alors, comment sont transmises au comité d'entreprise les informations sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi? Comme indiqué précédemment, base de données économiques et sociales, mise à disposition actualisée, vos communications au comité. Mais sur cette information consultation, donc relative à la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, les informations sont aussi mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du CE dans les 15 jours qui suivent la réunion. Alors, petite remarque. Auparavant, cette mise à disposition était prévue pour le rapport annuel sur l'évolution de l'emploi et la gestion de l'emploi et des qualifications pour les entreprises de plus de 300 salariés et le rapport annuel unique pour les entreprises de moins de 300 salariés. Il y aura un décret en Conseil d'État qui précisera le contenu des informations prévues qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins 300 salariés. C'est ce que nous indique l'article L2323-19 modifié du Code du travail. Alors, existe-t-il des dispositions spécifiques concernant le bilan social? Donc, petit rappel sur le bilan social. Le bilan social était spécifique aux entreprises d'au moins 300 salariés, donc de plus de 300 salariés. Et les principales données chiffrées permettaient d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, notamment emploi, rémunération, santé et sécurité, conditions de travail, formation, salariés détachés, etc., etc. Et d'enregistrer les réalisations effectuées et surtout de mesurer les changements intervenus au cours de l'année passée et des 2 années précédentes. Voilà quel est l'objet du bilan social. Alors, la loi Rebsamen, elle nous indique que les données relatives au bilan social doivent être mises à la disposition du CE au sein de la BDES, base de données économiques et sociales, et que la mise à disposition vaut communication au comité. Alors, toujours des petites remarques. Donc, il n'y a plus lieu d'appliquer tous les délais spécifiques pour le bilan social, à savoir communication du bilan 15 jours au moins avant la réunion, et la réunion qui devait se tenir dans les 4 mois suivant la dernière réunion portant sur le bilan social.
Il y a une obligation néanmoins pour l'employeur qui est conservée d'adresser le dernier bilan social accompagné de l'avis du CE aux actionnaires dans les sociétés par action. Et il y aura aussi un décret en Conseil d'État qui précisera le contenu de ces informations. Donc sur le bilan social, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il n'y a plus cet envoi des différentes données. C'est dans la BDES et ça vaut communication. Il n'y a plus le support papier. Oui, monsieur. Il y a un délai prévu pour la mise à jour dans la BDES du fichier? Alors, c'est ce que je viens d'indiquer. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de délai pour la communication, mais oui. Ça veut dire qu'ils peuvent nous mettre le fichier à jour dans la BDES la veille ou le jour même? C'est les informations qui doivent être dans la BDES. C'est les informations. Il n'y a pas le fichier, c'est les éléments du bilan social, donc les différentes informations, à savoir, attendez... Oui, mais ces éléments, j'ai bien compris, mais ces éléments vont avoir un aspect dans la BDES. En général, la BDES, c'est un ensemble de fichiers PDF, exactement, par exemple. Oui. Donc, cette donnée doit être mise à jour dans la BDES, ok. Mais combien de temps avant qu'on en ait besoin pour la consultation? La veille, le jour même ou 15 jours avant? Il n'y a plus l'histoire du délai de 15 jours avant. Bah oui, donc ça peut être le jour même. Je pense que ce sera un délai raisonnable pour communiquer les informations. C'est ça, en fait, la question. Est-ce qu'il y a un délai pour communiquer les informations? Avant, il y avait un délai de 15 jours. Maintenant, il n'y a plus de délai. Est-ce que les informations trimestrielles sont supprimées? Donc, il y a suppression des informations trimestrielles, à l'exception dans les entreprises de plus de 300 salariés. Il y a la communication d'informations sur l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales et le nombre de contrats de mission conclus en intérim. Alors, petite remarque, il y a un décret en Conseil d'État qui précisera le contenu de ces informations. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat. En fait, tout repose dans la façon dont la BDES est mise en œuvre. Si la BDES est mise en œuvre correctement, avec les informations qui vont bien, avec les élus ont les informations, il n'y a pas trop de soucis. S'il se trouve que la BDES, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, ce qui est remonté jusque chez nous au moins, est mise à minima et que l'employeur y va à reculons, c'est-à-dire qu'il se contente de recopier dans les rubriques de la BDES le PDF des pages du bilan social, bah à ce moment-là, on s'aperçoit que finalement, on a pratiquement moins d'informations maintenant qu'on en avait il y a 3-4 ans. Parce qu'alors, en plus, et c'est le cas des orientations stratégiques, l'employeur, il s'abrite derrière des problèmes de confidentialité pour vous en dire le moins possible. Ce qui fait que le travail des élus, que ce soit au CCE ou au comité de groupe, il est nettement moins facile maintenant qu'il ne l'était il y a quelques années. C'est juste un constat. Hein. Merci. Donc, après ce petit constat... Je voulais simplement ajouter un petit point sur la BDES. C'est un outil encore très récent. Oui, et c'est avec le temps qu'on va voir comment on s'en sert et comment les organisations syndicales s'en servent. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit citer la BDES partout dans les textes, sur le papier. Et je pense que c'est avec le temps qu'on va pouvoir... s'appuyer sur l'expérience, sur des citations de jurisprudence pour dire voilà ce qu'on veut voir dans la BDES, voilà ce que l'employeur doit y mettre, avec quel délai, avec quelle obligation, quelle étendue. Donc pour le moment, c'est vrai que le terrain est encore vierge. On a vu les différentes informations consultations, donc les orientations stratégiques de l'entreprise, l'information consultation sur la situation économique et financière et l'information consultation sur la politique sociale de l'emploi et des conditions de travail. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir est-ce que le comité d'entreprise, dans le cadre de ces informations consultations, peut se faire assister par un expert comptable? Et la réponse est positive. À chaque fois, à savoir, il peut se faire assister pour chacune de ces informations consultations par un expert comptable. On verra, et on va voir tout de suite, pour l'information consultation sur les orientations stratégiques, il y a une petite spécificité au niveau de la prise en charge. Donc le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix pour chacune des 3 grandes consultations annuelles. Aucune autre disposition relative à l'expertise n'est modifiée et aucun décret n'est attendu à ce sujet. Donc là, pour ces informations consultation, c'est clair. Alors, comment le comité d'entreprise peut se faire assister par un expert comptable en vue de l'examen des orientations stratégiques? Donc, c'est une expertise qui existait déjà et qui reste inchangée.
Donc le comité d'entreprise peut se faire assister par un expert comptable dans le cadre de l'information consultation sur l'examen des orientations stratégiques, et cet expert comptable, le financement de cette expertise est pris en charge à hauteur de 20% par le CE dans la limite du tiers de son budget annuel, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Alors, petite remarque, la consultation sur les orientations stratégiques intègre dorénavant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Par voie de conséquence, ces sujets devraient pouvoir s'intégrer à l'expertise. Alors, comment le comité d'entreprise maintenant peut se faire assister par un expert comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière? Cette expertise s'inscrit dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Concrètement, cette expertise remplace celle portant sur l'examen annuel des comptes et l'examen des documents de gestion prévisionnelle. Petite remarque, cette consultation porte aussi sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et sur l'utilisation du CICE. Par voie de conséquence, ces sujets devraient pouvoir constituer le cadre de cette expertise. Alors, comment le comité d'entreprise peut se faire assister par un expert comptable en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi? Donc, il y a une petite nouveauté de la loi Rebsamen qui prévoit que l'expertise spécifique sur la grande consultation relative à la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi. Ces sujets étaient souvent inclus dans l'expertise sur l'examen annuel des comptes, mais la limite était complexe à déterminer et source de conflits et contentieux. Cette nouvelle organisation devrait permettre de mieux cadrer les expertises. Alors, est-ce que les autres cas d'expertise sont conservés? La réponse est oui. Donc, il y a toujours des expertises sur les opérations de concentration, expertise dans le cadre du droit d'alerte économique du comité d'entreprise, l'expertise en cas de grand licenciement économique et en cas d'OPA, mais aussi du mandatement d'un expert comptable par le CE auprès des syndicats pour préparer la négociation sur un accord de maintien dans l'emploi. Alors, dans les entreprises de plus de 300 salariés, le CE peut se faire assister par un expert technique rémunéré par l'employeur en cas d'introduction d'un projet d'introduction de nouvelles technologies. Ça, c'est expert technique, hein, ce n'est pas expert comptable. Et il y a un nouveau cas de recours à l'expert qui est suite à la négociation sur l'égalité professionnelle. Donc, il est désormais possible de se faire assister par un expert sur la négociation sur l'égalité professionnelle. Donc, cette possibilité doit faire l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité d'entreprise. Et en cas de désaccord sur la nécessité de l'expertise, l'étendue de la mission de l'expert ou sur le choix de l'expert, c'est contentieux devant le président du TGI qui statue en urgence. Excusez-moi, je ne comprends pas. On peut avoir recours à un expert pour négocier l'accord sur l'égalité professionnelle? Oui, exactement. C'est une nouveauté de la loi Rebsamen. Donc l'expert, il va venir nous aider à négocier? Il va plutôt vous aider à analyser les données qui vous ont été formulées par, qui vous ont été données par l'employeur. Expert pour la négociation? C'est plutôt une analyse en fait des données que l'employeur va vous donner sur l'égalité professionnelle, sur les salaires, sur les écarts de rémunération. Il y a l'expert qui va vous aider via un rapport, qui va vous expliquer, voilà, il y a tel problème à tel niveau. Et pour que cet expert puisse intervenir, il faut un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. La prise en charge de cette expertise, est-ce qu'il y a des détails sur... C'est l'employeur. Hein. Après, il n'y a pas de détails. Il y a un décret qui va détailler tout ça, mais c'est l'employeur. Si ce n'est pas prévu comme pour les orientations stratégiques de l'entreprise, à savoir une prise en charge à hauteur de 20% par le comité d'entreprise et dans la limite du tiers de son budget, il n'y a pas de... C'est l'employeur qui prend en charge. Après, l'employeur pourra contester aussi voilà, le coût ou même la possibilité... Enfin voilà, l'employeur pourra contester, mais c'est à l'employeur de payer quoi qu'il arrive, comme une expertise normale en fait. Est-ce que certaines obligations de consultation du comité d'entreprise ont été supprimées? Donc, un petit rappel du dispositif actuel. L'employeur a l'obligation de consulter le comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord
collectif dès lors que ce projet porte sur un sujet qui entre dans son champ de compétences. C'est ce que nous indique la Cour de cassation dans une décision du 5 mai 1998. L'employeur doit aussi consulter le comité d'entreprise en cas de dénonciation d'un accord. La loi Rebsamen, elle supprime cette obligation. Ainsi, dès le 1er janvier 2016, le CE n'aura pas à être consulté préalablement à la conclusion, la révision ou la dénonciation d'un accord collectif. Ça, c'est un des éléments fondamentaux de la loi Rebsamen. Donc, dénonciation d'un accord collectif ou même introduction d'un nouvel accord collectif dans l'entreprise, enfin conclusion, il n'y a pas besoin de consulter le CE. Alors, est-ce que certaines obligations de consultation du comité d'entreprise ont été supprimées? Donc, il y a aussi la suppression de la consultation sur les accords relatifs à l'épargne salariale, à savoir la conclusion, le renouvellement ou la prorogation d'un accord d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale. La conclusion d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de la négociation triennale est obligatoire. Triennale obligatoire. Donc là, il y a la suppression de toutes ces consultations auprès du CE. De ces consultations du CE. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, concernant cette suppression de la consultation sur les accords relatifs à l'épargne salariale, qu'en est-il du PERCO, le plan d'épargne retraite complémentaire? Ouais, voilà. Merci pour votre question. C'est une des interrogations sur le PERCO. Je ne l'avais pas mis parce que je ne pensais pas qu'on rentrerait dans ce type de détails, mais c'est une des interrogations. La loi prévoit pour intéressement, participation, épargne salariale, il n'y a pas de disposition vis-à-vis du PERCO. Donc, en suspens. Je vois ici l'accord de participation, mais en l'absence d'accord, il y a une obligation de verser la participation, qui est de la loi. Donc, est-ce qu'il y a une obligation, dans les cas des versements de participation, d'informer les CE sur les modalités, sur les montants, sur les... Selon moi, information oui, consultation non. Oui, dans la mesure où c'est unilatéral, il n'y a pas de consultation. Ouais, voilà. Donc information, oui. De toute façon, tout ce qui a un rapport avec la marge générale de l'entreprise, on reste toujours sur de l'information du CE. Tous les accords ne sont pas négociés par les syndicats au niveau épargne salariale. Certains peuvent être négociés par le CE. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne fait rien. Il n'y a pas de... Le CE continue il y a la suppression de l'obligation de consultation du CE. Donc que ce soit signé avec le CE, les délégués syndicaux ou même la délégation unique du personnel, il n'y a plus d'obligation de consultation dès le 1er janvier 2016. Donc le CE peut négocier mais pas consulter? Je ne comprends pas, monsieur. Le CE peut négocier mais pas consulter, puisqu'il y a certains accords qui peuvent encore être négociés par le CE. Oui, en fait, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelles que soient les parties qui négocient l'accord collectif, il n'est plus nécessaire de passer par une information consultation du comité d'entreprise lors de la conclusion, lors de la modification de l'accord collectif ou lors de la dénonciation de l'accord collectif. Donc peu importe qui négocie, CE, délégation unique du personnel ou syndicat, ou délégué syndical, il n'y a plus d'obligation de consulter le CE. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en fait, avec la nouvelle loi, la négociation des accords d'entreprise sont obligatoirement entre les DS, en fait, les OS et la direction. Les CE, les CCE ne peuvent plus négocier des accords d'entreprise puisqu'il faut une représentativité ou la double majorité. Alors ça, ce sera l'objet en fait de la prochaine réunion il y a bien sûr, réunion sur les modifications de la négociation collective. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est que quoi qu'il arrive, lorsqu'il y a l'instauration lorsqu'il y a la conclusion d'un accord collectif, lorsqu'il y a la modification d'un accord collectif ou lorsqu'il y a la dénonciation d'un accord collectif, il n'est plus nécessaire de consulter le comité d'entreprise. Moi, je parle de négocier un accord. J'ai bien compris, mais ça, c'est un autre sujet, monsieur. Enfin, et c'est le dernier point avant la pause, il y a une possibilité de négociation sur les modalités de consultation du comité d'entreprise. Donc, la question qui se pose est celle de savoir est-ce qu'il est possible de négocier sur les modalités de consultation du CE. Et la loi Rebsamen prévoit qu'un accord collectif peut définir les modalités de consultation du CE sur la situation économique et financière
et la politique sociale de l'entreprise. Petite remarque, cet accord ne peut pas intervenir sur la consultation sur les orientations stratégiques. Donc ça, c'est la base. Les orientations stratégiques, il n'est pas possible de déroger à ce niveau-là. Le CE peut aussi négocier sur l'information consultation du CE, sur la liste et le contenu des informations récurrentes sur la situation économique et financière, hors les documents comptables, et la politique sociale de l'entreprise, hors les informations sur l'égalité professionnelle. Petite remarque, l'accord peut fixer les délais dans lesquels le comité d'entreprise rend son avis. Alors, quel type d'accord collectif peut déroger aux modalités de consultation du CE? Donc, il s'agit d'un accord collectif de droit commun. Donc, il faut qu'il y ait 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et ne pas donner lieu à opposition par un ou des syndicats majoritaires. Donc, s'il y a des syndicats qui ont obtenu 50%, ils peuvent s'opposer à cet accord. Nous allons voir la partie 2, à savoir la réforme du droit de la négociation collective obligatoire. Vous allez voir, ça va être assez rapide dans la mesure où, que ce soit les négociations annuelles obligatoires ou négociations triennales, il n'y a pas de grandes modifications. Il y a plus, en tout cas pour la négociation annuelle obligatoire, une répartition des différents thèmes, donc des 12 thèmes, en trois grands items. 2 grands items en tout cas pour la négociation annuelle obligatoire. Donc nous allons voir le regroupement des obligations de négocier dans l'entreprise et l'adaptation possible par accord majoritaire. Alors quel est l'objectif de la loi sur le regroupement des thèmes de négociation obligatoire? Donc petit rappel sur le dispositif actuel, l'entreprise qui est dotée d'une section syndicale doit négocier chaque année sur 12 thèmes. Le salaire, la durée du travail, l'égalité professionnelle, la protection sociale obligatoire. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, il existe une obligation supplémentaire, à savoir négocier tous les 300 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la réforme de la formation professionnelle de mars 2014 avait introduit la possibilité de traiter dans une négociation unique les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail. Et là, désormais, avec la loi Rebsamen, elle va un petit peu plus loin dans cette démarche, dans la mesure où elle va simplifier et rationaliser les obligations de négocier. Actuellement, donc, nous avons 12 obligations de négocier qui vont se retrouver en 3 blocs de grandes négociations. Donc, il y a le bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée. Il y a une négociation annuelle aussi sur la qualité de vie au travail. Et enfin, il y a une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, j'ai repris un petit schéma où il est indiqué donc, que les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail, l'intéressement, participation, épargne salariale, protection sociale complémentaire des salariés, droit d'expression, qualité de vie au travail, conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle, contrat de génération, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales sont donc répartis désormais au sein de 3 blocs de négociation. Donc ces trois blocs sont la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. L'autre négociation annuelle porte sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Et enfin, je me répète, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Petite remarque donc, du strict point de vue du contenu de la négociation obligatoire, la loi ne fait que réorganiser le contenu, pas d'innovation. Petite nouveauté, néanmoins, il y a une possibilité aux entreprises de prendre la main sur la périodicité des négociations qu'on va détailler par la suite. Alors, quels sont les thèmes à aborder dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée? Donc, il faut traiter des thèmes suivants. Les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Petite remarque, la loi supprime l'obligation d'aborder la question de l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés. Oui, monsieur. Oui, petite question, encore une petite. Les salaires effectifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on supprime tout ce qui est avantage en nature? Alors, ça veut dire que vous avez déjà fait des négociations annuelles obligatoires, de ce que j'ai compris tout à l'heure avec... vous avez déjà fait des NAO. Vous négociez chaque année... Enfin, voilà. Il y a soit un protocole d'accord, soit un protocole de désaccord. S'il y a un protocole d'accord, en général, il y a une petite augmentation. Si vous êtes dans une entreprise qui est plutôt généreuse, je ne sais pas, de 0,3% ou d'un certain pourcentage. Non, 2,5 promis, 3,5 réalisés. D'accord, c'est très bien pour vous. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement le même item. Il n'y a pas de modification. Non, c'est à cause du mot effectif, c'est pour ça que... C'était pareil avant, c'était exactement la même dénomination auparavant, même vocabulaire. Donc, est-ce qu'il sera possible de négocier au niveau des établissements? Donc, petit rappel du dispositif actuel, la négociation obligatoire a nécessairement lieu au niveau de l'entreprise, hormis en matière de prévoyance. Mais les juges ont estimé qu'il était possible de négocier au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements distincts s'il y avait l'absence d'opposition d'un syndicat représentatif et à condition que chaque établissement ou groupe d'établissements ait au moins une section syndicale et un délégué syndical. La loi Rebsamen, elle vient simplifier le tout en indiquant que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pourra avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts sans autre condition. Donc possibilité désormais de négocier au niveau des établissements distincts ou groupes d'établissements distincts au niveau de la NAO. Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Alors, petite remarque, cet assouplissement ne concerne pas les deux autres blocs, à savoir la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, et la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est uniquement pour le premier item, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Alors, quels sont les thèmes à aborder dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail? Donc, les items sont les suivants. L'articulation entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Autre item, le calcul des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel et ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction des heures travaillées. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Enfin, dernier item, les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé, à défaut de couverture par un accord de branche et ou d'entreprise. Alors, quels sont les thèmes à aborder dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail? Petite nouveauté, la négociation sur la qualité de vie abordera l'exercice du droit d'expression. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question tout à l'heure, je lui avais indiqué que c'était dans le cadre des NAO. Aujourd'hui, un thème de négociation à part entière et pas dans la NAO. Donc désormais, l'exercice du droit d'expression rentre dans les négociations annuelles obligatoires. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, qui est un thème nouveau. Donc la lutte contre les discriminations. Et les négociations pourront porter sur la pénibilité afin de conclure un accord. L'entreprise pourra échapper ainsi au dispositif de pénalité associé à la lutte contre la pénibilité au travail. C'est ce que nous indique l'article L 4163-2 du Code du travail. Alors maintenant, les thèmes à aborder dans le cadre de la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers. Ça, c'est le nom de l'item. L'item, c'est gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers. Donc, il s'agit d'une négociation spécifique applicable aux entreprises de plus de 300 salariés avec la nouvelle dénomination que je viens de vous indiquer.
Donc cette négociation portera sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, et sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées. Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, les compétences et qualifications à acquérir pendant la durée de validité de l'accord ainsi que les critères d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation, les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, les stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDD, donc intérim CDD. Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leur métier, l'emploi et les compétences. Et enfin, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Donc tous ces thèmes doivent être abordés dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises de plus de 300 salariés tous les 3 ans. Sauf si par la suite, et c'est ce qu'on va voir après, il y a un accord qui prévoit des durées supérieures, par exemple tous les 5 ans pour l'obligation triennale. L'obligation triennale qui pourra passer à 5 ans. On va voir ça plus tard. Alors, quelles sont les modalités de la négociation obligatoire? Donc, il s'agit d'un processus de négociation globalement conforme aux règles actuelles. Petit rappel, il y a une distinction entre la négociation obligatoire et la négociation classique. Dans le cadre de la négociation obligatoire, les syndicats ont la possibilité de contraindre l'employeur à engager les discussions. Au préalable, il y a une réunion préparatoire qui fixe le déroulement des négociations et définit les informations que l'employeur doit fournir aux syndicats. Enfin, en cas d'échec des discussions, il est obligatoire de dresser un procès-verbal de désaccord qui doit être déposé auprès de l'administration, la directe. Quand vous parlez de négociations spécifiques aux entreprises de plus de 300 salariés, est-ce que vous parlez de plus de 300 salariés en France? A contrario, ça signifie s'il y a des salariés en Angleterre ou s'il y a des salariés... Oui. Ouais, non, c'est 300 salariés en France. Alors, comment sont déclenchées les négociations obligatoires? Alors, le déclenchement des négociations, la loi Rebsamen maintient le mécanisme qui permet à un syndicat représentatif de déclencher l'ouverture de la négociation obligatoire en cas d'attentisme de l'employeur. Quelles sont les sanctions? Peine d'emprisonnement d'1 an plus 3 750 € d'amende. Et la loi Rebsamen prévoit désormais que cette sanction s'applique aussi bien pour les négociations annuelles que les négociations triennales. Parce qu'il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation qui a indiqué que pour les négociations triennales, l'employeur n'était pas condamné aux sanctions pénales, et à savoir à la peine d'emprisonnement d'1 an et aux 3 750 € d'amende. Tout cela était dû au principe de l'application stricte de la loi pénale, à savoir que si ce n'était pas prévu dans l'article de loi, il n'était pas possible de condamner l'employeur ou en tout cas de condamner l'incriminé. Donc met fin à la jurisprudence selon laquelle seule l'absence de négociation annuelle pouvait donner lieu aux sanctions pénales prévues par le Code du travail. Donc c'est la nouvelle rédaction de l'article L2243-1 du Code du travail qui prévoit sanctions pénales à la fois pour les négociations annuelles obligatoires et les négociations triennales si l'employeur oublie ou ne souhaite pas négocier dans ce cadre-là avec les représentants syndicaux. Alors, est-il possible d'aménager le contenu ou la périodicité de la négociation obligatoire? Donc, à partir du 1er janvier 2016, il sera possible d'adapter par accord collectif la périodicité et le contenu de la négociation obligatoire. La validité de l'accord est soumise à la signature d'un ou plusieurs syndicats représentatifs totalisant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections du CE, de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel. Donc je vous ai indiqué tout à l'heure que pour qu'un accord collectif soit valable, il faut qu'il ait récolté, entre guillemets, qu'il soit signé par 30%, par des syndicats représentatifs d'au moins 30%
suite aux résultats des élections professionnelles. Là, je vous dis, c'est 50%. Parce qu'il s'agit d'une condition de validité renforcée qui existait déjà pour les accords de PSE et de maintien dans l'emploi. Sinon, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un accord collectif est valable dès lors qu'il est signé par des syndicats ayant obtenu 30% des suffrages au premier tour des élections professionnelles et qu'il n'ait pas été soumis à l'opposition d'un ou plusieurs syndicats totalisant 50% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Alors, existe-t-il des conditions pour déroger au régime de la négociation obligatoire ? Un accord dérogeant au régime de la négociation obligatoire ne sera possible qu'à condition. Donc ça, il y a une autre condition. Il faut que l'entreprise soit dotée d'un accord collectif ou à défaut d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle. Donc s'il n'y a pas d'accord collectif ou de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle, il n'est pas possible de déroger sur la périodicité ou sur le contenu des négociations annuelles obligatoires. Non, c'est juste pour confirmer. Donc s'il y a un accord d'égalité pro, l'entreprise peut unilatéralement dire il n'y a pas de NAO. Non, c'est pas ce que je viens d'indiquer. Moi, ce que je viens d'indiquer, c'est que avec la loi Rebsamen, il est désormais possible de changer le contenu des négociations annuelles obligatoires, et il est possible de changer la fréquence des négociations annuelles obligatoires. Maintenant, ce que je dis, c'est que pour changer la fréquence ou pour changer le contenu de ces NAO, il faut que l'entreprise soit soumise à un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle ou qu'il y ait un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle. C'est clair ? Alors oui, mais je ne comprends pas les conséquences. C'est-à-dire que oui, par exemple, il y a un accord d'égalité pro. Si l'entreprise veut restreindre un maximum l'application des NAO, elle pourra le faire du coup. C'est ça que je comprends. Alors, je vais le dire autrement. Une entreprise souhaite faire ses NAO, réaliser ses NAO tous les 3 ans. Elle en a la possibilité par accord collectif majoritaire renforcé. D'accord ? Maintenant, elle en a la possibilité avec un accord majoritaire, enfin un accord à la majorité renforcée, mais il faut aussi qu'il y ait un accord sur l'égalité professionnelle, ou à défaut, un plan d'action sur l'égalité professionnelle. S'il n'y a ni accord sur l'égalité professionnelle, ni plan d'action sur l'égalité professionnelle, il n'est pas possible de déroger à la durée ou au contenu des NAO. L'accord pourra étendre les négociations dans la limite de 3 ans pour les thèmes de négociation annuelles et 5 ans pour les thèmes des négociations triennales. Attention, ce n'est pas forcément le bloc de négociation dans son ensemble qui fera l'objet d'une périodicité dérogatoire. Par exemple, un accord collectif pourra prévoir que la négociation sur l'épargne salariale a lieu tous les 3 ans et non plus 1 an, tout en maintenant une périodicité annuelle pour les autres thèmes de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Est-ce que cet exemple répond à votre question, monsieur ? Oui, d'accord. Alors, est-il possible de modifier la répartition des thèmes de négociation? L'accord collectif pourra adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation obligatoires, à condition de n'en supprimer aucun. Par exemple, l'accord collectif pourra déplacer dans la qualité de vie au travail un thème qui relève habituellement des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Donc, est-ce que vous avez compris un petit peu ces 2 points, donc l'information consultation du comité d'entreprise. Auparavant, il y avait 17 informations consultation durant l'année qui désormais sont regroupées autour de 3 items. D'accord ? Donc 3 informations consultation obligatoires. Pour les NAO, auparavant, il y avait 12 thèmes qui désormais sont regroupés en 3 thèmes, ou voire on peut dire 2 thèmes, dans la mesure où dans les négociations annuelles obligatoires, c'est soit sur Oula, j'ai un petit trou. Soit sur la négociation annuelle obligatoire, c'est soit sur
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, soit sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Donc ça, c'est pour les NAO. Ensuite, il y a les négociations triennales, donc dans les entreprises de plus de 300 salariés, qui portent sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais globalement, et on aurait pu commencer par là et même arrêter la conférence au bout de 5 minutes, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, c'est réparti en différents blocs et il existe des possibilités d'adaptation par accord collectif au niveau des NAO, de changer la périodicité et de changer le contenu des négociations. Et enfin, toujours dans l'information consultation du comité d'entreprise, il y a la suppression de certaines informations consultation, à savoir les informations consultation lorsqu'il y a l'instauration d'un accord collectif, la modification d'un accord collectif ou la suppression d'un accord collectif, et aussi sur l'épargne salariale. L'obligation de négocier annuellement sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, elle démarre à partir de quand? Du 18 août ou du 1er janvier? 1er janvier 2016. Donc ils ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour démarrer la première négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. 2015, comme le dit Simon Michel. Et non, c'est dès le 1er janvier. Alors, oui, mais vu que c'est annuel, à partir du 1er janvier 2016... Ils ont toute l'année pour négocier. Voilà, ils ont toute l'année pour négocier, exactement. Oui. Il n'y avait pas des durées limites de négociation sur les 12... Sur les NAO? Non, sur la NAO, ils n'ont pas mis de durée limite. Parce que pour les NAO, elles doivent être engagées tous les 12 mois suite à la dernière, suite au dernier engagement, oui. Et pas. Oui, donc engagé, mais pas de fin. Voilà, exactement. Donc imaginons, on a commencé les NAO en janvier 2015, on a jusqu'au janvier 2016 pour engager de nouvelles NAO.